Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivre le journal de ce jour, vendredi 10 juillet 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition en ce jour saint. Les examens du baccalauréat session 2026 débuteront le 14 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national où plus de 89 000 candidats sont à la conquête de ce diplôme cette année. À 4 jours de ces examens, le directeur de l'Office du baccalauréat des équivalences des examens et concours du supérieur OBEX rassure les Nigériens que tout est fin prêt pour débuter ces examens comme prévu. Je vous propose de suivre professeur Alhou Bassirou, il est le directeur général de l'OBEX. Nous avons fini toutes les formations que nous sommes censés faire dans les régions. La dernière région, c'est la région de Niamey, donc on a fini la formation ce matin même. C'est une formation qui consiste à révisiter la plateforme et à faire une révision des textes régissant l'organisation des examens du baccalauréat pour rappeler aux acteurs concernés, donc les présidents, les assistants, leurs responsabilités. Alors, à cette date, déjà, les jurys lointains sont déjà partis. Il y a des jurys qui sont partis. Donc, nous allons continuer la mise en route de tous les jurys. Donc, à cette date, tout est prêt. Que ce soit la préparation matérielle ou la préparation financière. Donc, tous les moyens sont mobilisés pour que les examens-là se tiennent à la date prévue, qui est le 14 juillet. Professeur Alhou Bassirou, directeur général de l'OBEX, que vous retrouverez plus en détail en partie magazine de ce journal sur les préparatifs des examens du baccalauréat session 2026 qui débuteront le 14 juillet prochain. Bonne chance aux candidats. Direction Zender, où le représentant régional PAM Zender a effectué une visite au magasin de cette structure. C'était à l'occasion de la visite dans la région de Zender d'une caravane de presse initiée par le programme alimentaire mondial PAM pour visiter les différents sites d'intervention dans la région de Zender. Précision avec nos envois spéciaux Boubacar Ibrahim et Cheb Guissou. Il s'agit ainsi, à travers cette visite au magasin de stockage du sous-bureau PAM des Zender, de faire découvrir la disponibilité du produit prévu pour les activités d'accompagnement et présenter les nouvelles acquisitions observées par le sous-bureau au profit des organisations paysannes avec lesquelles le programme entretient une collaboration. À Zender, le programme développe des activités de résilience, dira le représentant du sous-bureau lors de cette visite en compagnie de ses collaborateurs. Alors, Zender est l'un des sous-bureaux du PAM au Niger qui réalise les activités, en grande partie des activités que nous appelons des résiliences. Parce que c'est une zone en sécurité, une zone qui connaît une accalmie et donc on y développe beaucoup plus les activités d'appui aux communautés pour pouvoir les aider à reprendre leurs moyens de survie, à assurer la sécurité alimentaire, à produire elles-mêmes et assurer la sécurité alimentaire au niveau de leur ménage. Des appuis multiples sont menés dans la région, ajouta Kapoukou Théodore, qui n'a pas manqué de préciser qu'au total 440 écoles sont accompagnées dans le cadre uniquement des activités des cantines scolaires. Nous appuyons les communautés dans des différents domaines. Nous travaillons avec les petits producteurs au niveau des départements, au niveau des communes. Et ces petits producteurs fournissent des milles au PAM, un des produits qui est beaucoup utilisé dans les activités des cantines scolaires et aussi d'autres activités d'urgence. Et nous achetons localement auprès de ces petits producteurs-là. Et les PAM accompagnent ces petits producteurs, les PAM appuient ces petits producteurs-là. Vous verrez dans la visite qu'il y a par exemple des tricycles qu'on a mis à la disposition de ces OP pour que les OP encadrent les membres et toute la production est facilement évacuée du lieu de production, donc du champ, vers leur stock et aussi vers le point de vente, le point de consommation. Ce n'est pas seulement des produits à vendre au PAM, mais
Les OP sont également libres de pouvoir vendre leurs produits à tout celui qui veut bien l'acheter. Mais nous savons qu'en grande partie, elles fournissent ces vivres-là auprès du PAM. En dehors de, bien sûr, les activités des cantines scolaires que nous appuyons, on a une totalité de 440 écoles que nous appuyons également dans la zone. Donc tous ces produits qui sont stockés ici dans ces lieux permettent de pouvoir alimenter les écoles, alimenter les communautés et nourrir les élèves pendant qu'ils suivent les enseignements. Ayant pour mission principale la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire dans le monde, l'objectif affiché à long terme par le programme, qui intervient dans plus de 80 pays et aide chaque année des dizaines de millions de personnes, est d'atteindre la faim zéro et renforcer la résilience des communautés face aux crises futures. A précisé aussi que pour ses efforts dans ces domaines et sa contribution à la paix dans les zones de conflit, le PAM a reçu en 2020 le prix Nobel de la paix. Merci Boubacar Ibrahim. Parlons santé à présent avec une maladie fréquente au Niger et qui fait des victimes en laissant des séquelles. C'est l'accident vasculaire cérébral AVC. Le cause de cette maladie avec Dr Mahadi Moussa Konaté, il est neurologue. L'artère qui irrigue le cerveau, qui se rompt, et le sang, il y a un empêchement de sang dedans, ou bien l'artère est bouchée par un caillot, donc le cerveau n'arrive plus à soustraire le glucose et l'oxygène qui l'alimente et dont il a besoin à travers le sang. Donc ça devient un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc c'est une partie du cerveau qui, l'irrigation est perturbée, soit par effraction d'une artère ou bien l'artère est bouchée. Donc le sang n'arrive pas à irriguer la partie. Ça fait ce qu'on appelle, ça crée ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Le principal facteur de risque d'un AVC, c'est l'hypertension artérielle. Parmi les facteurs de risque des AVC, nous avons ce qu'on appelle les facteurs non modifiables, c'est-à-dire l'âge. L'âge est un facteur de risque non modifiable, on ne peut pas le modifier. Donc à partir de 50 ans chez l'homme, chez la femme, à partir de 55 ans, le sexe, l'homme est sujet plus à faire un AVC que la femme. Il y a des facteurs génétiques aussi, ce sont des facteurs qui sont non modifiables. Maintenant, parmi les facteurs de risque modifiables, nous avons l'hypertension artérielle, nous avons le tabac, l'alcool, l'obésité, la contraception orale, les migraines, voilà. Et ce n'est pas exhaustif, la liste est un peu longue. Les premiers signes d'un AVC, d'abord, un patient qui, tout de suite, présente le déficit, une faiblesse des membres, c'est-à-dire, il sent que le côté est engourdi ou est faible. Il peut avoir aussi des troubles du langage, ou au niveau de l'œil, comme si c'est un voile qui tombe. Ça, c'est les premiers signes. Tout de suite, la personne est en train de parler et tout d'un coup, le membre est paralysé, il est faible, la voix ne sort pas ou il devient un peu confus. Tout de suite, c'est une urgence. Il faut l'amener dans un centre de santé. Autre chose, quand on voit aussi la bouche qui dévie d'un côté, ça fait partie des principaux signes. Merci docteur Konaté pour ces précisions sur l'AVC. La transformation des produits agricoles locaux, une activité à laquelle beaucoup de jeunes entrepreneurs s'intéressent de plus en plus au Niger. Toga Tawai Halimatou fait partie de ces jeunes entrepreneurs. Elle est la promotrice de Lina Chips, spécialisée dans la transformation et la production de divers articles. Suivez plutôt. Qui donne la production des produits locaux, tout ce qui est séché, presque tout ce qui est séché. Pour le moment, ce qu'on a amené sur le marché, c'est les bananes
et les chips de pommes de terre. C'est ça qui est sur le marché. Et il y a les produits qui sont déjà en attente, mais on n'a pas commencé. Oui. Oui. Et Lina Chips a été créé en quelle année? 2024. Oui. Janvier 2024. C'est à ce temps-là on a créé Jeune Entrepreneur. Voilà. Et d'où sort le nom Lina Chips? Lina, vous tirez Lina ou bien sa signification? Et ça n'a pas une grande signification, mais il y a une grand-mère qui m'a donné ce nom et elle n'est pas en vie, du coup. C'est quelque chose que j'ai gardé. Vraiment, c'est un souvenir, quoi. Je me souviens à chaque fois qu'on m'appelle juste avec ce nom-là. Ça me fait plaisir. Oui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est pas aujourd'hui. Vraiment, bien avant même que je commence la gastronomie. Et je suis restée dans les librairies pour être leur secrétaire, dans les imprimeries aussi. Il y a plusieurs entreprises que je suis restée pour. J'étais leur secrétaire et leur comptable parfois. J'aime créer, quoi. Oui, j'aime créer. C'est de là que j'ai eu cette passion de cuisine, gastronomie. Pourquoi je fais ce choix? C'est un choix très bon parce que presque maintenant quand tu regardes, c'est la cuisine qui est à la mode. Et c'est quelque chose de très bon. Quand tu fais ça, tu as l'amour de cuisiner. Toi-même, tu as un reflet dans ton cœur que vraiment il faut que tu crées quelque chose pour toi, pour manger. Oui. Et là, quand tu sais faire ça, c'est déjà une fierté. Oui. C'est déjà une fierté. Et moi, vraiment, j'aime créer, comme je te l'ai dit. Et j'aime vraiment avoir quelque chose de nouveau. Innover. Ça l'aide. Ça l'aide quand tu le fais. Quoi? Ça distrait. Je me distrais quand je fais des trucs, quoi. Des nouveaux trucs, vraiment. Moi, l'objectif que je vise, vraiment, j'aimerais aller loin, Inch'Allah, dans la production de Lina Chips. Parce que c'est un produit, quand on regarde, il n'y a pas ça ici. Pour qu'on puisse être local, consommer le local, il nous faut des créations. Même pas moi, j'aime bien que les autres aussi avoir des idées pour créer, pour nous-mêmes ici au Niger. On aimerait être la fierté de notre pays. Ça te fait sortir dans une boîte. Quand tu fais rien, tu te sens isolé, tu te sens autre chose, tu te sens incapable. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat ou bien tu es dans quelque chose qui va te faire améliorer ta vie, tu te sens libre, tu te sens capable de réaliser quelque chose devant même, au-delà de ton imagination. Oui, c'est ça. Du courage à Halimatou Toga et bonne chance dans cette activité. Comme annoncé, nous vous proposons à présent de suivre le directeur général de l'Office du bac du Niger sur les préparatifs de ces examens qui débuteront le 14 juillet 2026 sur l'ensemble du territoire national. Professeur Alhou Bassirou rassure les Nigériens et tous les candidats que toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour que ces examens puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Très bonne réception. Nous avons fini toutes les formations que nous sommes censés faire dans les régions. La dernière région, c'est la région de Niamey, donc on a fini la formation ce matin même. C'est une formation qui consiste à révisiter la plateforme et à faire une révision des textes régissant l'organisation des examens du baccalauréat pour rappeler aux acteurs concernés, donc les présidents, les assistants, leurs responsabilités. Alors, à cette date, déjà les jurys lointains sont déjà partis, il y a des jurys qui sont partis. Donc nous allons continuer la mise en route de tous les jurys. Donc à cette date, tout est prêt. Que ce soit la préparation matérielle ou la préparation financière. Donc tous les moyens sont mobilisés pour que les examens là se tiennent à la date prévue qui est le 14 juillet. Et les frais de correction, les reliquats, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau.
Moi, j'ai même remonté les archives pour voir l'origine de ces reliquats. Et ces reliquats sont liés à la subvention qui est accordée à l'office pour organiser les examens du baccalauréat. La subvention ne couvre pas l'ensemble des dépenses. C'est des avances qu'on donne aux correcteurs et le reste qui constitue le reliquat, il est payé après. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Quand j'ai remonté les archives, le problème a commencé à se poser en 2009. Depuis 2009, donc, nous vivons cette situation des reliquats. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, nous sommes en train de nous activer pour pouvoir payer ces reliquats-là. Les présidents des jurys sont des coordonnateurs de les centres d'examen. Ils coordonnent l'accès au centre des différents candidats. Ils coordonnent la surveillance, ils coordonnent la correction et ils coordonnent la délibération des jurys. Donc, par rapport à tout ça, il n'y a pas de souci. Tous les acteurs, une fois arrivés dans leur centre d'examen, les présidents ils vont réunir tous les correcteurs et ils vont passer en revue les différentes dispositions, les différents textes, les différentes instructions pour que tout le monde se conforme. C'est une question de responsabilité. En cas de fraude, un surveillant, il le sait. La première des choses, c'est d'établir un rapport de fraude. Donc ça existe dans la cantine de matériel qu'on met à la disposition du président. Il faut que le candidat reconnaisse la fraude. Il faut qu'il y ait des preuves palpables avant de prendre la sanction qu'il faut prendre. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Par rapport aux épreuves, souvent c'est un travail humain. On peut rencontrer des petites erreurs qui sont corrigeables, on les corrige et on avance. Quand vous voyez une erreur qu'on corrige et qu'on avance, cela veut dire qu'elle ne remet pas en cause l'ensemble du sujet. Une erreur qui remet en cause un sujet, on arrête, comment on appelle ça, la composition de cette épreuve, on arrête carrément et on reporte ça à une date. Donc il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, les textes ont prévu tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Par rapport aux fraudes, par rapport aux erreurs matérielles dans les sujets, tout est prévu dans les textes. Et nous sommes là pour appliquer ces textes. Pour éviter la fuite, c'est très simple. Il faut éviter au maximum le contact avec le sujet. Il faut éviter les contacts. Quand il y a beaucoup de personnes qui sont en contact avec le sujet, il va de soi qu'il y ait souvent des fuites. Ici, à l'office du baccalauréat, personne n'est en contact avec les sujets en dehors du directeur général. C'est lui qui choisit. Il sait, c'est lui qui sait le sujet qui va arriver. C'est lui qui le reproduit et c'est lui qui le met sous enveloppe. Donc, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. Et ça, c'est une disposition qui a été prise depuis 2015. Parce qu'en 2015, on a eu un petit souci de fraude. Et depuis cette année, Dieu merci en tout cas, on ne parle plus de fraude. Pas de fraude, de fuite dans les examens du baccalauréat. Donc, la solution, c'est d'éviter le contact, le maximum de contact avec les épreuves. C'est ça vraiment la solution. C'est vrai, c'est difficile. Laisser une seule personne abattre tout ce travail, c'est quand même épuisant du point de vue physique. Et il faut être bien organisé pour pouvoir le faire. C'est difficile, mais quand même, ça a fait ses preuves. Ses preuves, c'est que, bon, en tout cas, depuis 2015, on ne parle plus de fuite aux examens du baccalauréat. Les plus hautes autorités de ce pays, à commencer par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchani, et son Premier ministre, ils font de l'éducation une priorité. Il va de soi qu'ils mobilisent les moyens qu'il faut pour organiser ces examens. Et on ne souffre d'aucun manque
de moyens financiers ou de moyens matériels. Les moyens sont mis à notre disposition pour organiser ces examens. Si on n'a pas les moyens, alors les présidents n'allaient pas quitter pour rejoindre les centres d'examen. La seule contrainte que nous vivons à cette date, c'est le paiement des reliquats qui n'a pas commencé. À l'endroit des enseignants, les enseignants, ils sont les surveillants des salles. Les enseignants, ils sont les correcteurs. Donc, ils sont là pour garantir la qualité de ces examens-là. L'appel que nous lançons à ces correcteurs, c'est de faire ce travail avec professionnalisme, dans le respect de la réglementation en vigueur. Ça, c'est l'appel que nous lançons vraiment aux correcteurs. Nous comptons vraiment sur leur sens de responsabilité. Pour ce qui est des candidats qui savent que nous sommes là, pas pour les bloquer, mais nous sommes là pour leur réussite. Et nous les souhaitons vraiment qu'ils passent des très bons examens. Pour la première fois que le Niger sort quand même avec un tout honorable. Mais pour cela, il faut que les candidats comptent sur leurs propres efforts. Dieu merci, ces derniers temps, nous avons des années stables. Très stables d'ailleurs. Donc, ils ont eu la chance quand même de parcourir tous les programmes, de faire des révisions, de faire des examens blancs. Donc, ils doivent compter sur leurs efforts. Parce que cet examen-là, c'est le mérite, comme vous le dites, c'est le premier diplôme universitaire. Ça ne se donne pas comme ça. Ça se mérite. Et les épreuves sont à la portée de ces candidats. Donc, qu'ils évitent de chercher à gauche, à droite, dans les téléphones, ils doivent travailler sur, comment on appelle ça, compter sur leurs propres efforts. Voilà. Et je pense que ça va marcher sur le fond. Mais la fraude, une fois qu'on te surprend, tu perds tout, d'emblée. C'est ça la réglementation au Niger. Ce n'est pas une épreuve que tu rates l'ensemble de ton examen. Donc, il faut qu'ils évitent vraiment la tricherie. Moi, c'est le conseil que je donne aux candidats et aux parents, qu'ils sachent que notre seul interlocuteur, c'est vraiment le candidat. Normalement, c'est le candidat seul qui a accès au centre d'examen, c'est-à-dire à la cour de l'école, sur présentation de sa convocation. En cas de réclamation, aussi, c'est le candidat. Il a passé toute l'année à étudier. C'est lui qui sait là où il doit réclamer. Donc, nous lançons un appel vraiment aux parents de candidats qui laissent un parent peut accompagner son enfant, on ne refuse pas, mais qui laissent quand même ces candidats-là agir en toute responsabilité. Donc voilà vraiment le conseil que nous donnons à l'ensemble des acteurs du système.